Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école. Puis, vous allez voir une séquence d'enseignement. Ensuite, une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires. Une séquence de recherche. Et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Appréciez. Donc l'école a été créée à l'initiative d'entreprises, et en particulier d'industriels du bassin grenoblois comme Schneider Electric, Caterpillar, HP, ou encore même national comme Renault, qui disaient qu'il manquait des ingénieurs qui finalement arrivaient à prendre la globalité du monde de l'entreprise en compte, que ce soit des facteurs économiques jusqu'aux facteurs techniques. Depuis l'origine de l'école, il y a un club des industriels qui regroupe une dizaine d'entreprises, parmi elles également des PME. Ce club des industriels, c'est un peu le conseil stratégique de l'école. 4 fois par an, on se réunit, direction de l'école et club, et on réfléchit à l'évolution des métiers. Ce qui nous permet, de façon continue, mais parfois aussi de façon un peu plus disruptive, d'adapter notre maquette pédagogique à l'évolution des métiers. C'est par exemple ce qu'on a fait dernièrement vis-à-vis de l'adaptation des métiers à l'industrie du futur. Ça nous permet d'anticiper les métiers et de préparer nos étudiants au mieux à la vie professionnelle qui les attend. Cette proximité d'industriels, elle est présente partout dans l'école. Aujourd'hui, chaque année, on dénombre plus de 100 intervenants du monde de l'entreprise qui interviennent dans les cours. Qu'est-ce qu'ils apportent? Principalement des illustrations, des cours un peu théoriques ou conceptuels que peuvent avoir nos étudiants en entreprise. Des études de cas sur lesquelles nos étudiants vont pouvoir réfléchir et mieux se projeter sur ce qu'ils auront à faire après en entreprise. N'oublions pas non plus que les entreprises nous apportent des cas difficiles. C'est des opportunités aussi de doctorat pour les étudiants issus de l'école ou issus de nos masters. Et sur ces cas difficiles, les laboratoires de l'école et les entreprises, de concert, essayent de trouver des solutions. Nos partenaires industriels accompagnent également les étudiants dans leur développement, dans ce qu'on appelle le module d'accompagnement professionnel. Ça va leur permettre d'améliorer leur CV, de travailler aussi les entretiens d'embauche. Ils vont faire des simulations d'entretien avec de vrais professionnels. Et puis, bien sûr, nos partenaires, ils vont accueillir nos étudiants en stage. Nos étudiants passent plus de 40 semaines en entreprise, ce qui va leur permettre de valider leurs compétences et de continuer à les développer. Notre objectif, c'est de créer une proximité pour que les étudiants se projettent le mieux possible sur leur métier de demain. La proximité de l'école et du monde industriel, c'est l'ADN de l'école. C'est sa raison d'être. Le plateau projet collaboratif vise à intégrer en fait les connaissances dans un exercice complet mené de bout en bout en autonomie, depuis les phases amont jusqu'à la réalisation d'un prototype. Donc, les étudiants sont en position d'acteurs. Il y a à peu près 80 étudiants à chaque fois en plateau projet. 4 enseignants qui animent cet exercice, plus une équipe de 2 techniciens, ingénieurs qui sont des supports techniques. Notre rôle, c'est de les guider, de les amener progressivement à élaborer leurs solutions, à mettre en œuvre les méthodes. Mais en aucun cas, nous ne connaissons a priori quel sera le résultat de cet exercice. Les industriels qui viennent nous voir, en général, ils utilisent le plateau projet comme une espèce de test, de banc test pour tester des idées.
Ils attendent aussi des étudiants un petit peu de sang neuf, de créativité, de regards différents. Les sujets qu'on a des laboratoires, c'est par définition aussi des sujets prospectifs. Ça va être souvent des sujets assez difficiles et qui sont très en amont et très en avance de phase dans les processus, on va dire, de développement industriel. Les étudiants sont en autonomie en termes de pilotage, de gestion au quotidien. En revanche, ils sont cadrés sur l'organisation globale du projet et nous, on va les coacher. Et toutes les 2 semaines, on a un rendez-vous avec eux d'1 heure où ils nous font un point d'étape et où on fait le bilan avec eux. On les recadre à la fois sur le côté organisationnel, gestion, pilotage et aussi sur le côté technique. Comme ils sont en travail de groupe, ils vont développer des compétences de gestion et de conduite de projet, de conduite de changement, d'amélioration continue, etc. Et ils vont aussi être en situation de poser des problèmes complexes et de réfléchir sur ces problèmes complexes pour arriver à dégager des solutions en appliquant des techniques qu'ils ont vues en cours, mais là sur des objets on va dire de la vie réelle, donc en étant en situation de recherche d'informations, de compromis constamment. Et donc de gestion un petit peu de risque aussi, d'incertitude. Donc ils vont en fait avoir à mettre en œuvre toute la palette des enseignements, on va dire, du génie industriel classique dans un exercice qui va les amener à créer un objet à la fin qui devra être fonctionnel. Notre projet, c'est de faire fonctionner une imprimante 3D 5 axes. C'est plus compliqué qu'une imprimante 3D classique parce qu'en plus, on doit considérer 2 axes de rotation. Donc ça rend la partie software beaucoup plus compliquée. Là, il y a les garçons qui travaillent sur la partie software un peu plus loin. Ensuite, on doit aussi mettre en place la partie hardware. On voudrait concevoir un support de bras pour des enfants handicapés qui sont atteints d'arthrogrypose. On va prototyper donc un support de bras qui soutienne et compense le poids de leurs bras et leur permettre de réaliser des activités du quotidien. La chance ici sur Vialet d'avoir une plateforme qui nous permet d'avoir accès à du prototypage physique assez lourd avec de l'usinage, de la découpe de métaux, du pliage, aussi bien que bien sûr l'impression 3D classique. Associé à ces moyens physiques, on a aussi des moyens virtuels de simulation et de modélisation avec des espaces dédiés qui nous permettent aussi de développer du projet, de la créativité, du design thinking. Les apprentissages techniques qui sont faits par les étudiants dans les projets sont de découvrir la différence fondamentale entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'à travers la mise en œuvre des machines pour fabriquer des objets et les assembler, espérant obtenir un produit qui fonctionne à la fin du projet, eh bien, c'est à travers différentes itérations qu'ils prennent conscience qu'une machine ne fait jamais exactement ce qu'on avait prévu dans la théorie, dans le logiciel, et qu'il y a un certain nombre d'aléas qu'il faut prendre en compte. Et je crois que c'est la confrontation avec la pratique qui est la grande force de ce plateau de projet. La gestion des livrables par rapport aux besoins initiaux, c'est ce qu'on appelle dans le monde industriel la différence entre l'expression des besoins, les expectations du client, et puis la gestion des requirements, c'est-à-dire qu'est-ce que le fournisseur de solutions, l'équipe plateau projet, s'engage à faire. Donc déjà, ça c'est une première difficulté qu'ils ont. Il y a un délai imparti, il y a une équipe réduite, donc il faut faire ce qu'on sait faire dans un temps imparti avec une ressource réduite. Et la deuxième chose, c'est être capable aussi de proposer plus aux clients. Et donc on a vu des projets sur cette année qui ont amené plus que le client attendait. Ils se préparent réellement à la vie active. Dans la relation qu'ils pourront avoir avec leur manager, hiérarchique ou fonctionnel, ils auront beaucoup plus d'armes pour pouvoir communiquer, être plus efficaces dans leur communication, être plus efficaces dans leur collaboration et une meilleure capacité à s'intégrer dans une équipe. Donc il y a beaucoup d'intérêt à ce plateau de projet. Le projet, il les prépare à leur vie professionnelle, ce qu'ils vont faire dans l'entreprise demain. C'est-à-dire qu'ils vont travailler en collectif, avec des gens qui n'ont pas choisi, de pays certainement différents, avec des objectifs différents. Donc on recrée en interne une espèce de bulle, on va dire, protégée, dans laquelle on les met dans des situations de conduite de projet, qui sont des situations qu'ils vont retrouver dans l'entreprise demain. Sur des objets différents, mais la situation sera la même. La plus grande fierté, je pense qu'on a, c'est vraiment d'avoir abouti à quelque chose. On a quand même toute une refonte de la partie électronique du système, il n'y a vraiment plus rien d'origine sur l'imprimante. On a vraiment toute une partie mécanique qui a été conçue de A à Z par nous.
Et on a su en fait s'adapter aussi en termes de composants. Et le fait de s'en être sorti, c'est toujours plaisant. Et au début, j'étais au Mexique en fait. Donc on a dû gérer toute la logistique pour se connecter avec cette heure de différence, le décalage horaire. C'était très difficile, mais on a réussi. C'était professionnalisant parce qu'on avait des contraintes qui étaient similaires à celles des attentes en entreprise. Parce qu'on avait donc un client, on avait des livrables réguliers à rendre, donc comme on aurait dans le monde professionnel. Et du coup là-dessus c'était motivant. Ça concrétise un peu la formation technique qu'on a eue jusque-là. Alors notre projet, c'est de partir d'un véhicule radiocommandé thermique, d'un véhicule électrique, de combiner ces deux véhicules pour en faire qu'un seul véhicule qui soit hybride, qui utilise les deux formes d'énergie, l'électrique et le thermique. La première phase, c'était bien sûr de comprendre le besoin du client, énoncer un cahier des charges clair. Ensuite, on s'est réparti les rôles en fonction des compétences de chacun, parce qu'on a un projet qui mêle à la fois une partie mécanique et aussi une partie électronique. Et ensuite, c'était de passer en phase de conception sur ordinateur, puis en phase de réalisation du banc d'essai que vous voyez ici. La spécificité de cet enseignement, c'est ce qu'on a pu discuter tout à l'heure en soutenant, c'était d'avoir une autre partie prenante qui est un client. Dans les autres enseignements, les enseignements de TP, on a fait aussi des cas pratiques de conception, mais on n'avait pas cette dimension du client et de répondre aux attentes du client et cette communication avec un partie prenante qui soit externe à l'école. On se sent grandi après ce plateau projet parce qu'on pense qu'on a tous un background technique qui est assez complet maintenant. Mais voilà, on a vraiment du coup, par cette autonomie que permet le plateau projet, on a grandi sur l'aspect communication, gestion de projet, tout ça. Et c'est un premier pas vers notre vie en entreprise. Bonjour Jean-François, merci pour cette présentation des plateaux projets très détaillés où on peut voir les étudiants en train de faire. Ouais. Donc la première question que j'avais à l'esprit en regardant ces projets quand même très exigeants sur le plan technologique, c'est d'où viennent tous les savoirs qu'ils doivent maîtriser pour pouvoir finaliser ces projets. Quand ils sont face à des projets complexes, des problèmes complexes dont ils n'ont pas la solution et dont nous-mêmes nous n'avons pas la solution, ils sont amenés à aller chercher de la ressource. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça les prépare au travail d'ingénieur où ils n'auront pas forcément la réponse à la question au départ, mais ils auront les ressources intellectuelles et méthodologiques pour aller chercher justement ces réponses-là. Alors, ensuite, on voit bien qu'ils sont un groupe. D'abord, quelle est la taille d'un groupe pour pouvoir réaliser des projets ? Ouais, la taille du groupe, c'est entre 5 et 7 personnes. 5 et 7 personnes, donc ils se répartissent un petit peu les rôles tout le long du projet ou ça change? Comment ça se passe? Alors, les rôles sont définis à l'avance. On a 2 rôles principaux. On demande qu'ils soient tenus tout au long du projet par a priori une seule personne. Des fois, ça arrive effectivement que ça change. Mais en général, c'est une seule personne qui va tenir le rôle de chef de projet et le rôle de gestionnaire de données. Parce qu'on pense que c'est 2 rôles extrêmement importants pour à la fois la vie du projet et aussi l'enregistrement des données, des résultats de ce projet pour la suite, puisque souvent les projets se déroulent sur plusieurs années. D'accord. Ah oui, effectivement, il y a besoin de capitaliser les connaissances d'une équipe à l'autre. Qu'est-ce qu'un bon projet? Ça, c'est la question qui tue, ça. Alors, un bon projet, ça dépend de quel point de vue. Je pense que du point de vue des élèves, un bon projet, c'est un projet dans lequel déjà ils se sont fait plaisir. Ouais. Ensuite, ils ont appris des choses nouvelles et ils ont réussi à se coordonner de manière suffisamment harmonieuse pour arriver à un résultat, on va dire, satisfaisant pour eux. Ensuite, du point de vue des enseignants, un bon projet, c'est un projet dans lequel les étudiants, effectivement, ont réussi à se coordonner, à affronter des problèmes difficiles et à les surmonter. Par exemple, des problèmes de communication, des problèmes de gestion de projet, des problèmes d'incertitude face à un aléa inattendu, une tâche mal anticipée. Donc ça, c'est, je pense, un projet réussi. Comment ça se passe quand les étudiants ont des difficultés? Des fois, ils se disent peut-être parce qu'on n'a pas assez bossé ou parce qu'on s'est trompé, on a fait des erreurs. Voilà. Et comment est-ce qu'ils
qu'ils ont tendance à cacher, pas cacher, mais des fois être peut-être un peu silencieux sur leurs difficultés, ou est-ce que, au contraire, ils communiquent volontiers là où ils en sont? C'est intéressant parce qu'en fait, au départ, en tant qu'étudiant, ils auraient cette tendance-là, c'est-à-dire à couvrir un élève qui participe pas suffisamment, qui n'est pas suffisamment impliqué, à cacher, à masquer un problème. Oui, ils sont solidaires. Voilà, ils sont solidaires souvent. Donc ça fait partie de l'apprentissage justement. Petit à petit, on les amène à se rendre compte que ça, c'est pas la bonne attitude et qu'il vaut mieux faire face aux problèmes et les mettre en avant et les montrer. Et notamment à travers ce qu'on appelle l'analyse de risque. On fait beaucoup d'analyse de risque, on les pousse à ça, donc à expliciter au départ quels sont les potentiels risques auxquels le projet va faire face. Et donc, ça les aide beaucoup, je pense, à prendre conscience que ce n'est pas en cachant les choses qu'un projet avance. Ouais, c'est aussi une analyse du risque qu'on fait au fur et à mesure du projet, parce que finalement, au fur et à mesure du projet, on découvre des choses nouvelles et parfois on découvre aussi des incertitudes, des difficultés nouvelles. Et si on en revient sur la question du bon projet, je pense qu'un bon projet, c'est justement un projet dans lequel les élèves ont réussi à apprendre ça et le pratiquent, j'allais dire, sans qu'on ait à leur demander. D'accord, d'accord. Bon, le plateau projet vient de démarrer cette année. Alors, c'est quoi les sujets de l'année? Un sujet que tu aimes bien? Alors, il y a des sujets que j'aime bien, effectivement. Alors, il y en a certains qui sont un peu confidentiels, donc j'aimerais bien vous en parler, mais je ne pourrais pas. Mais il faut savoir qu'on a quelques sujets industriels sur des problématiques très actuelles. On est reconnu sur la question de l'impression 3D, souvent. Donc, on a quelques sujets là-dessus. De la conception de machines aussi. Donc, des choses extrêmement pointues du point de vue technique sur du pilotage de machines. Et puis des sujets plus système de production maintenant sur des questions d'organisation de postes de travail, de conception de postes de travail. Voilà. D'accord. On a des choses extrêmement variées avec bien évidemment des questions d'industrie 4.0 avec de l'Internet of Things et des choses d'intelligence embarquée, on va dire. Ok, très bien. Et donc ça fait aussi des rapprochements avec la filière ingénierie de la chaîne logistique autour de la production. C'est une volonté qu'on a effectivement de couvrir des projets à la fois qui est des problématiques de produits et de process, mais toujours sur des questions de conception. Alors, je suis un chef d'entreprise, j'ai envie de vous confier un projet. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que c'est un bon projet apporté par une entreprise? Alors, comment vous y prenez? Déjà, il y a un point d'entrée au niveau de l'école qui est la cellule entreprise. Donc, le point d'entrée déjà principal, c'est celui-là. Ensuite, bien évidemment, il y a le bouche à oreille. Au niveau des stages, par exemple, il arrive assez souvent que des industriels qui embauchent des PFE soient intéressés ensuite en découvrant la possibilité du plateau projet, soient intéressés par ça. Donc voilà, le point d'entrée, c'est principal, c'est à la fois les stages et à la fois la cellule. Sachant que nous, on communique tous les ans via un mailing sur le départ des projets. Et après, j'imagine, tout au long du projet, je participe éventuellement à échanger avec les élèves sur la réalisation, sur l'expression de mes besoins. Alors tout à fait, alors ça fait partie du dispositif, c'est que l'industriel est en situation de client et on l'appelle le client. Donc les étudiants sont en prise directe avec leurs clients et ont aussi un rôle justement de gestion de ce client, d'expression du besoin et d'interaction avec lui. Donc ça fait partie du processus, on va dire assez formel. Le client est impliqué du début à la fin, bien évidemment. Ok, très bien, merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Je t'en remercie Thomas, merci bien. Bien qu'il y ait une demande différente. Les gens chez eux ont besoin que les paquets arrivent chez eux, enfin que leurs commandes arrivent chez eux. On voit aussi qu'ils aimeraient bien que ça n'impacte pas l'environnement et ils ont des doutes sur ces aspects logistiques que l'on voit partout. On se demande bien qu'est-ce qui va se mettre en place dans les années qui arrivent. Le e-commerce a gagné 3-4 ans
pendant la crise Covid et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc logistiquement, ça veut dire qu'avant tu allais chercher tes produits avec ta voiture dans un magasin et que maintenant ces mêmes produits individuellement arrivent chez toi dans un carton particulier. Ce qui est très paradoxal dans un monde où en parallèle on doit vraiment travailler sur des process logistiques beaucoup moins gourmands en CO2, beaucoup moins gourmands en pollution. Et pour nous, ça demande une revue complète des process logistiques. Donc une revue complète des process logistiques en entreposage, là où on stocke les produits de nos clients. Puisqu'avant, quand on livre des magasins, et qu'on livre toujours, bien évidemment, tu livres des grosses quantités, des palettes, des colis, que tu vas livrer dans des entrepôts qui ensuite vont être livrés chez Carrefour, Auchan, etc. Quand tu as un switch de ça vers des commandes e-commerce, donc c'est par définition des petites quantités, ce que tu commandes, ce que tu reçois chez toi. Donc au lieu de préparer des colis, des palettes, tu vas préparer ce qu'on appelle des unités consommateurs, qui sont des process beaucoup plus compliqués, beaucoup plus fins, beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et qui ont pour première conséquence pour nous de mettre en place des systèmes d'information et des systèmes d'automatisation, de robotisation beaucoup plus poussés, puisqu'on ne peut plus tout simplement faire la même préparation physique avec nos outils d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, puisqu'on ne prépare plus de la même façon. Donc ça, c'est la première conséquence dans nos entrepôts. Et il y a une deuxième conséquence majeure qui est sur toute l'organisation de transport, qui est cette notion de dernier kilomètre. Parce que par définition, quand c'est toi qui vas faire tes courses au carrefour de Mélan, s'il existe toujours, c'est toi qui fais ce dernier kilomètre. Tu vas chercher les produits, tu les ramènes chez toi. Quand on est en e-commerce, c'est un transporteur, c'est La Poste, c'est UPS, qui va passer dans ta rue et qui va délivrer le colis. Et c'est extrêmement paradoxal, c'est que ça engendre forcément des problèmes de trafic, des problèmes de pollution, des augmentations d'émissions de carbone. Donc nous, logisticiens, on doit travailler aussi à des modes d'organisation de cette logistique du dernier kilomètre pour la rendre beaucoup plus efficiente et beaucoup moins intensive en termes d'émissions de carbone et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. D'accord, donc quand je fais click and collect. Quand on est livré à domicile, tu sais bien, tu travailles, pour te livrer, il faut venir chez toi 1,3 fois en moyenne. Donc il y a 30% d'inefficience. Alors que quand on va livrer le Décathlon, il n'y a pas d'inefficience puisque le Décathlon sera ouvert par définition. Donc la première priorité pour nous, c'est vraiment de trouver des moyens de mutualisation de ce transport. Donc ça peut être effectivement le click and collect où quelque part on mutualise des flux e-commerce avec des flux de magasins normaux. Et ce qu'on est en train aussi de tester en termes de pilotes sont parce qu'on est plutôt, nous, chez FM Logistique, spécialisés dans l'alimentaire, dans les produits de consommation, dans la grande distribution. Ce sont ce qu'on appelle des lockers alimentaires, donc des city corners alimentaires, donc en température dirigée, à côté, pas très loin de chez toi, dans ton quartier, et où toi tu pourras aller commander tes courses alimentaires. Nous, on va faire potentiellement cette préparation de commande de ta course et on va la déposer dans ce locker alimentaire. Et toi, quand tu iras de chez toi à Génie Industriel ou de Génie Industriel à chez toi, sur ta route ou en faisant un maximum 500 mètres de détour, tu pourras aller chercher ta commande pour le soir même. Il y a encore quelques années, c'est des très gros entrepôts. Tu me parlais de Saint-Quentin-Falavier à 20, 30, 40 km des grandes villes et puis des camions qui partent de là et qui vont livrer les magasins. Mais comme maintenant il y a beaucoup plus de flux e-commerce, donc de petites quantités, ça oblige à mettre à proximité des grandes villes, de Lyon, de Paris, de Grenoble, des petits entrepôts urbains ou périurbains où on va pouvoir recevoir ces produits des grands entrepôts
et derrière les regrouper intelligemment par tournée, par quartier, toujours pour mutualiser, parce que le premier mal du transport, c'est la non-optimisation. Donc mutualiser ces produits, puis derrière avec des moyens propres, des petites camionnettes électriques dans un premier temps, peut-être hydrogène dans un deuxième temps, on pourra livrer ces fameux points de collecte, ces fameux lockers, les magasins de quartier et s'il faut ta maison ou ton immeuble. Bonjour, je m'appelle Peggy Zwolinski, je suis génie mécanicienne de formation, chercheuse au laboratoire GESCOP et professeure à l'école de génie industriel. Au cours de cette présentation, je vais vous montrer tout un ensemble d'activités de recherche qui sont menées par une équipe du laboratoire GESCOP. Ces activités portent sur les systèmes industriels circulaires. Depuis une vingtaine d'années, nos activités ont consisté à évaluer la pertinence de scénarios d'économie circulaire au regard des enjeux environnementaux. On a ainsi mis en place des outils d'éco-conception pour réduire les impacts environnementaux de ces scénarios circulaires. Maintenant, il s'agit de construire les connaissances nécessaires à la mise en place de nouveaux systèmes industriels, circulaires, agiles et capables de transformer des produits qui ne sont plus utilisés en des produits nouveaux. Alors, ces approches s'intègrent dans la mouvance très actuelle qu'est l'économie circulaire. Cette approche est poussée par les organismes nationaux tels que l'ADEME, aussi par la Commission européenne et ses appels à projets Green Deal, mais également par des organismes tels que la Fondation Ellen MacArthur, qui va rassembler largement le grand public et un certain nombre d'entreprises. Si toutes ces entités ont une définition propre de ce qu'est l'économie circulaire, elles partagent au moins le même objectif, qui est de maintenir la valeur des produits, des matériaux et des ressources le plus longtemps possible dans l'économie. Alors pour cela, différents scénarios existent. On a le recyclage classique qui transforme les produits en fin de vie en de la matière première. On a également le remanufacturing qui va transformer des produits usagés en produits neufs au travers de processus industriels. On va également avoir des scénarios un petit peu novateurs tels que l'upgrading qui va transformer des produits en fin d'usage en augmentant leur performance et leur fonctionnalité. On voit ici l'exemple d'une machine à café dont les réservoirs seront agrandis ou qui bénéficieront de nouvelles interfaces. Autre scénario, le repurposing, qui va transformer un produit en fin d'usage en un autre produit qui sera dédié à un usage différent. On a ici l'exemple d'une batterie de véhicule électrique qui sera transformée en une batterie stationnaire au cours de sa seconde vie. Alors on voit depuis la fin des années 90 jusqu'à 2008-2010 que les approches qui étaient développées étaient très centrées au niveau de nos recherches sur le produit et son cycle de vie, avec du développement d'outils de conception pour le recyclage, de conception pour le remanufacturing et des analyses de cycle de vie très orientées sur le produit. À partir de 2008, on a commencé à travailler sur des approches système, c'est-à-dire qu'on va considérer de nouveaux paradigmes de production et de consommation. On s'est intéressé au scénario remanufacturing et aux bénéfices environnementaux de ces scénarios remanufacturés. On a travaillé sur la conception de systèmes produits-services et la vente de fonctions au lieu de vendre des produits. On a travaillé donc sur l'upgrading, sur les produits à deux usages, et puis on a travaillé avec des projets de la Commission européenne sur la mise en réseau d'acteurs du remanufacturing. Aujourd'hui, on sait évaluer ces scénarios, on commence à avoir un certain nombre de modèles et d'indicateurs pour les évaluer du point de vue environnemental. On va chercher aujourd'hui plutôt à travailler sur la conception des systèmes industriels circulaires qui ont besoin d'être très agiles pour pouvoir transformer des produits qui ne sont plus utilisés en des produits nouveaux. On va avoir à typiquement s'intéresser à la collecte, au diagnostic, au tri de produits usagés. On va ensuite réfléchir à comment réintégrer ces produits usagés dans une chaîne de production
et choisir le bon scénario de refabrication, qui peuvent être l'upgrading ou le repurposing. On va ensuite travailler, bien sûr, comme dans beaucoup de métiers du génie industriel, à l'évaluation de la performance globale du système industriel. Alors, en quoi ça change de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire? Eh bien, on va finalement réintroduire des déchets, les produits usagés, comme matière première du process industriel. On va devoir donc se confronter à de nouveaux problèmes. Les produits, la matière n'est plus située au même endroit. Les produits usagés sont distribués. Ils appartiennent au client ou au fabricant initial. Deuxième souci, il va falloir créer des nouveaux réseaux, des nouvelles organisations pour collecter la matière. On va avoir affaire à des produits qui arrivent en qualité variable et en quantité variable. Et on va donc devoir avoir des process de fabrication particulièrement agiles pour lesquels il va falloir mener un diagnostic en amont de la fabrication et plus en aval de la fabrication. On ne pourra pas comparer ces systèmes circulaires à des systèmes linéaires puisque leurs principaux avantages vont résider dans les dimensions environnementales mais également sociales avec, pourquoi pas, de la relocalisation de l'emploi. Alors, ce projet aujourd'hui, au niveau du laboratoire GESCOP, cette thématique est guidée par un projet phare qui est le projet Circular, qui réunit 85 chercheurs du bassin grenoblois, issus de différentes thématiques, et une douzaine d'équipes de recherche. Donc 9 doctorants participent à ce projet, qui est en train de se terminer, mais qui devrait se poursuivre à l'avenir, et vise donc la conception de ces nouveaux systèmes industriels circulaires. Au travers de ce projet, on a fait plusieurs hypothèses sur la collaboration homme-machine efficace pour permettre l'agilité, sur ce qu'il fallait mettre en place en termes d'environnement de travail dans les processus industriels, mais également on a fait des hypothèses sur la nécessité de mettre en place des mesures incitatives et des conditions industrielles spécifiques pour pousser à la mise en place de ces systèmes industriels circulaires. Ça a donné lieu à la réalisation de 9 thèses et à peu près une trentaine de masters qui se répartissent dans les 3 grands objectifs du projet. On a par exemple une thèse qui porte sur les problématiques d'ergonomie du travail dans les relations, dans les situations de diagnostic des opérateurs. On a des thèses sur, par exemple, les trajectoires des cobots dans des problématiques de travail collaboratif de proximité opérateur-cobot et des études sur la législation qui pourrait conduire à mieux traiter et à inciter les entreprises à partir sur ce type de scénario industriel circulaire. Voilà, alors ce projet a donné lieu à la mise en place de modèles, d'indicateurs, mais également à la mise en place de bancs d'essai, de cellules de travail cobotisées ou instrumentées avec des dispositifs 4.0. L'objectif de tout ça, c'est de permettre de mieux gérer la circularité des produits et tirer de réels bénéfices économiques, sociaux et environnementaux par la mise en application de ce type de scénario circulaire. Bonjour Peggy. Bonjour Bernard. Merci pour ta vidéo, très intéressante sur l'économie circulaire. Alors, ma première question, ce serait plus une question de dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que tu as présenté tout l'attirail de possibilités de mesure. Maintenant, on est capable de mesurer beaucoup de choses, on est capable de comprendre. Mais à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette transition? Merci pour cette question parce qu'elle est un petit peu essentielle en ce moment. On va accompagner la transition environnementale, mais il va falloir accompagner aussi la transition vers l'industrie du futur et profiter de ce tremplin pour justement corréler les deux et faire en sorte que la transition industrielle soit accompagnée d'un bénéfice environnemental. Voilà, donc je pense qu'on l'a un petit peu expliqué dans la vidéo. L'économie circulaire est un scénario qui va permettre de faire ça. Aujourd'hui, on a les outils de mesure. On sait mesurer des
des performances environnementales, économiques, techniques, sur des systèmes de plus en plus complexes. Aujourd'hui, il faut réinventer finalement des modèles et puis surtout aider à leur implémentation. Voilà, donc c'est un petit peu ça le message aujourd'hui. Il faut redévelopper des systèmes industriels, retravailler l'industrialisation pour pouvoir supporter ces nouveaux modes de production, ces modes de production du futur, plus économes en matière, en ressources, en énergie, et qui vont accompagner notre transition écologique. Voilà. Alors, on entend parler partout dans la presse de la neutralité carbone en 2050. Hein, c'est l'objectif à atteindre si on veut maintenir dans les bons seuils la hausse des températures. Mais en fait, voilà, maintenant on sait qu'on a cet objectif, mais ça concerne qui? Qui doit particulièrement s'investir pour arriver à cette neutralité carbone en 2050? Alors c'est là tout l'intérêt des démarches et des recherches en génie industriel et sur des modèles d'économie circulaire entre autres. Il va falloir que toute la chaîne de valeur s'implique dans cette démarche, on va dire de la R&D jusqu'au consommateur, pour pouvoir pour que chaque partie prenante cherche à limiter ses impacts environnementaux. Donc on va parler de sobriété au niveau de la consommation, on va parler de technologies plus performantes, on va parler de systèmes de récupération. Et voilà, bon an, mal an, il va falloir qu'à un moment donné, tout ça s'accorde pour atteindre cette neutralité carbone. Ça va très certainement demander de forts changements de nos systèmes industriels, mais voilà, un nouveau challenge pour la recherche et pour l'industrie. Donc on voit que tout ça est d'une très grande complexité, hein, donc par rapport aux entreprises. On imagine bien que des grands groupes qui ont les moyens d'investir, qui ont les moyens de dégager du temps de personnes pour mettre en œuvre cette transition, pour mettre en œuvre cette circularité, on a l'impression que les grands groupes vont avoir cette possibilité de le faire. Mais qu'en est-il des PME, des TPE qui peut-être, elles, n'ont pas les ressources pour le faire? Alors, les grands groupes, effectivement, ils ont bien compris l'enjeu et la nécessité d'agir pour la neutralité carbone et pour la transformation de l'industrie. Dans un premier temps, ils vont déjà entraîner tous ces petits, entre guillemets, hein, toute la partie sous-traitance, etc., va être entraînée par eux. On a eu quelqu'un de chez Schneider qui a présenté récemment au niveau de l'école, il nous a bien expliqué ce process. Mais au-delà de ça, on a aussi tout un panel d'entreprises, de petites entreprises, voire de start-up, qui sont volontaires sur ces actions-là et qui vont, indépendamment d'autres, se mettre à agir et à essayer d'atteindre de nouveaux objectifs environnementaux, dans l'objectif, bien sûr, de produire pour leurs clients. On a travaillé avec des toutes petites entreprises qui, aujourd'hui, se lancent dans du remanufacture, de l'économie circulaire, alors qu'à la base, elles ne sont techniquement pas outillées pour ça. Voilà, donc tout l'enjeu pour nous, ça va être d'accompagner ces entreprises, quelles qu'elles soient, sur les scénarios qu'elles envisagent, quels qu'ils soient, avec des méthodes de conception et des méthodes d'évaluation des nouvelles chaînes de valeur. Et puis à nouveau, accompagner l'industrialisation, la réindustrialisation avec ces solutions-là. Donc aujourd'hui, on parle bien sûr d'entreprises éco-efficientes, de systèmes de production éco-efficients, mais on va aussi parler de systèmes qui nous permettent d'aller encore plus loin sur les économies carbone. On va avoir des scénarios type vente de services, des scénarios où on va beaucoup plus partager des produits. Des entreprises qui jusque-là font de la vente de produits peuvent tout à fait s'inscrire du coup dans ces mouvements-là et chercher à minimiser les empreintes carbone au travers des services rendus plus qu'au travers de leur conception. Voilà, donc travailler sur tous ces scénarios, amener des solutions en termes d'agilité au niveau des systèmes de production, relocaliser, travailler sur des usines urbaines à proximité des consommateurs. Voilà un petit peu tous les scénarios qu'on peut regarder pour l'industrie de demain. Merci Peggy pour tous ces compléments et toutes ces informations. Merci.
Bonjour, je suis Amélie, présidente du BDE et je vais vous présenter ce qu'est le bureau des élèves. Le BDE, c'est un groupe d'étudiants chargé d'organiser et de rythmer la vie extrascolaire des élèves dans le but d'intégrer et de créer une cohésion à travers un esprit GI. Pour cela, on organise une multitude d'activités, des activités plutôt engagées dans le développement durable, un amphi de sensibilisation sur le consentement, mais aussi des activités plus divertissantes pour vous charger de souvenirs. Des sorties, des barbecues et une multitude de soirées tout au long de l'année. Turn your magic on with me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. This adventure, oh then and if we've only got this life.